Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo vlog lecture. Je vais vous prendre avec moi dans ce week-end de lecture et d'autres choses parce que j'ai aussi pas mal de travail à faire, mais je vais essayer de prendre le temps de lire et puis aussi de vous parler de mes lectures. Ce vlog lecture, ça va aussi être l'occasion pour moi de revenir avec vous dès à présent, puisque nous allons faire ça tout de suite, sur deux livres que j'ai terminés il y a une semaine environ, dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Et donc on va commencer par ça tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu récemment et dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est ce livre d'histoire, cet essai historique Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, qui a été écrit par Johann Chapoutot, qui est un historien et qui plus précisément s'inscrit dans un courant de l'histoire qui s'appelle l'histoire culturelle et qui fait de l'histoire culturelle des nazis. C'est un des grands spécialistes du nazisme en France et il a cette approche assez particulière puisque c'est cette approche qui est celle de l'histoire culturelle. Et dans ce livre qui est paru il y a un an et demi environ, et qui a fait quand même pas mal de bruit, il dresse un parallèle assez audacieux et en même temps très fructueux, très pertinent, entre le management des nazis, donc la manière dont les nazis géraient leur entreprise sur le plan pratique mais aussi sur le plan idéologique, et le management d'aujourd'hui. Et donc c'est un livre qui poursuit plusieurs objectifs, et notamment dans ces objectifs, il y a revenir sur ce qu'était le management des nazis, qui est quand même pas le pan qu'on étudie le plus quand on parle du nazisme, alors même que dans le cadre d'un effort de guerre, la manière dont vous gérez vos entreprises d'armement au hasard est assez déterminante, hein. On ne fait pas la guerre, on ne prétend pas dominer l'intégralité de l'Europe sans avoir des entreprises qui fonctionnent, des entreprises qui sont efficaces, et sans avoir aussi tout un système de logistique, même pour ce qui est de l'alimentation, parce qu'il y a toute la gestion des armées, etc. Donc on peut pas dire que l'économie, quand on parle de guerre, et même de la Seconde Guerre mondiale en particulier, est quelque chose de négligé et de négligeable. Et puis également, ça permet de mettre en avant le fait que l'économie n'est jamais totalement déconnectée du reste de la société. C'est quelque chose que l'on prétend pas mal aujourd'hui, de manière implicite ou totalement assumée, que au fond, la manière dont on gère nos entreprises n'a pas beaucoup de lien avec le reste, que c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose de normal, que c'est quelque chose qui n'est pas le fruit d'une idéologie. Alors même que, et c'est particulièrement visible dans le cas des nazis, parce que de manière très générale, dans le cas des nazis, tout est mis en exergue en fait, hein, tout un tas d'idées qui sont en germe, qui sont en puissance, qui sont présentes mais de manière très insidieuse dans le reste des sociétés, est poussée à son paroxysme dans la société nazie. C'est ce qui fait que c'est une époque qui est intéressante à travailler aussi. On constate en fait que non, le management n'est pas quelque chose de déconnecté, que le management s'inscrit dans une idéologie générale, dans une façon de concevoir le monde, de concevoir nos rapports aux autres, de concevoir l'État, de concevoir les sociétés, qui est dans une forme de continuité. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, qui donc a comme premier objectif le fait de revenir sur la manière dont les nazis géraient leurs entreprises. Et à travers ça, de revenir aussi plus généralement sur quels étaient les fondements de la société nazie, qui était donc une société qui avait une vision d'un darwinisme social poussé à son paroxysme, qui était une société qui biologisait totalement les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports moraux, et ça se voit bien dans l'entreprise, parce qu'il y a cette idée de capacité et d'incapacité qui est très présente chez les nazis, cette idée qui donc dit qu'au fond vous n'êtes important qu'en tant que vous êtes utile dans la société, qu'en tant que vous êtes capable. Et ça, c'est une vision bien sûr très économique, hein, parce que derrière, c'est quoi être utile, c'est quoi être capable, c'est aussi être en mesure de participer au processus de production, et derrière au processus, parce qu'on est encore une fois dans cette vision biologique, dans ce processus d'affirmation de la race à laquelle on appartient, qui est la race germanique supérieure, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet donc de mettre en exergue les doctrines et l'idéologie nazie en général, et en particulier appliquées au cas de l'entreprise. Et puis ça permet aussi de porter un regard sur nos sociétés aujourd'hui, sur la manière dont on pratique le management aujourd'hui. C'est ce qui est intéressant dans le cas du management, et là ça dépasse cet essai,
c'est que c'est un pan de la société qui est, j'ai l'impression, très critiqué par une frange, mais qui est assez peu représenté. Je pense au livre Le Nouvel Esprit du Capitalisme, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air très intéressant, que j'espère lire cette année, mais qui est voilà, qui met en exergue quelles sont les dynamiques de management d'aujourd'hui, donc qui est très critiqué par une frange de la population et notamment par une frange universitaire, et qui pour le reste, n'est jamais abordé en fait, que l'on présente encore une fois comme quelque chose de totalement normal, c'est-à-dire les règles de management aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont tombées du ciel, qu'elles n'ont jamais été instituées, qu'elles s'inscrivent pas du tout dans tout un processus, dans tout un rapport de force, etc. Et c'est intéressant en ça de lire ce livre parce que ça montre que le management, de la même manière que le nazisme, sont des processus historiques en ce sens que ils doivent être historicisés, ils doivent être sécularisés, c'est pas des institutions qui ont existé de tout temps en tout lieu, c'est pas des parenthèses, c'est pas voilà, c'est des choses qui s'inscrivent dans des dynamiques, dans des conceptions du monde, dans des idéologies, et ça c'était vraiment très intéressant de le voir. C'est aussi un livre qui est extrêmement bien documenté, la bibliographie à la fin est passionnante, ça donne envie vraiment de tout lire et ça donne plein d'idées pour des lectures prochaines, donc vraiment c'est un livre que j'ai adoré, qui est accessible, pertinent, brillant, enfin super. Ensuite, dans un autre style, j'ai lu, alors ça c'était une lecture que je devais absolument faire pour un cours que j'ai, ce livre d'introduction à la victimologie qui a été écrit par Gérard Lopez, qui est donc une sorte, comme je l'ai déjà dit, d'introduction à la victimologie. La victimologie c'est quoi? C'est une discipline qui est assez récente en France, qui n'est pas très connue non plus, en France et à l'international d'ailleurs, mais qui se propose d'étudier dans une dynamique transversale, c'est-à-dire que ça va mêler du droit, de la médecine, de la psycho, de l'anthropologie, de la sociologie, enfin, et plein d'autres choses, d'étudier ce qu'est une victime déjà, donc comment on définit une victime, comment on s'affirme en tant que victime, quel est le processus juridique que doit affronter une victime, quel est le processus psychologique, comment on traite sur le plan médical éventuellement, pas tout le temps mais éventuellement, comment la victime s'est développée au fil de l'histoire, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la vision qu'on a de la victime, notamment dans le processus judiciaire aujourd'hui, est très différente de celle qui était au Moyen-Âge, par exemple, mais aussi comment se développe, se met en place la figure de la victime sur le plan symbolique. Donc là, ça appelle à des notions d'anthropologie, quels sont les apports ou pas de la psychanalyse, quels sont les apports ou pas des neurosciences aujourd'hui. Enfin, c'est toutes ces questions et beaucoup d'autres qui sont abordées. Donc ce qui est intéressant, c'est que la victimologie est, je trouve, quand on s'intéresse un tant soit peu à la question de la criminalité, une approche qui est assez novatrice en fait et qui permet d'avoir des perspectives très différentes, et c'est ce que moi je recherche. C'est aussi bien sûr une approche qui est assez critique parce que c'est une approche plutôt minoritaire, parce que la figure de la victime, la victime, même pas juste sa figure, la victime alors c'est en train de se rétablir aujourd'hui, mais ces dernières décennies a été très marginalisée, notamment dans le processus judiciaire, donc il y a quelque chose de profondément politique en fait dans la victimologie, pas que politique, hein, il y a aussi une notion académique, bien évidemment, de recherche, et puis une notion d'aide et tout ça, mais il y a toujours quelque chose de politique qui rend cette discipline intéressante parce qu'elle porte un regard fondamentalement critique sur le système et fondamentalement nouveau également. Donc moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant et c'est pour ça que je m'étais tournée vers cet ouvrage. J'avais déjà lu un livre de victimologie de Robert Cariot, qui est un auteur que je trouve très intéressant. C'est un juriste français qui travaille en justice restaurative et que moi j'adore, voilà. Et donc j'avais lu le livre qu'il avait fait en victimologie et là j'ai pris celui de Gérard Lopez dans le cadre d'un cours que j'ai en victimologie. Et du coup, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, ça a été globalement une bonne lecture, même si je trouve que le format en fait du livre est pas forcément le mieux, c'est-à-dire que c'est un livre qui est très 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 court, vous voyez, il fait peut-être 200 pages grand maximum, et qui est très dense, donc ça rend la lecture un peu compliquée. Après c'est aussi moi qui n'avais pas forcément le temps pour l'étaler, pour l'aborder en douceur, hein. J'ai dû un peu le lire rapidement, donc c'est ça qui a joué aussi, mais c'est vrai que j'ai eu parfois des impressions vraiment d'extrême densité qui peut rendre la lecture un peu plus difficile. Donc voilà, ce serait le bémol que j'aurais à faire, c'est que peut-être que ça aurait mérité un peu plus de pages,
parce que, oui, on enchaîne les idées aussi. Il y a vraiment des paragraphes où il y a en 10 lignes peut-être 3 idées, ce qui est juste énorme. Donc voilà, mais globalement, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je pense y retourner d'ailleurs, puisque j'ai dû le lire en plus dans le cadre d'un cours pour essayer de défricher encore certaines choses qui sont pas tout à fait claires. Mais c'est tout pour les lectures déjà faites que je devais vous présenter. Je vais également vous montrer ma lecture en cours, qui est celle qui va probablement occuper une bonne partie de ce vlog lecture. C'est un essai de philosophie qui s'appelle « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » qui a été écrit par Barbara Stiegler. C'était un livre que j'avais envie de lire depuis plusieurs mois maintenant, depuis que j'avais vu en fait l'interview que Barbara Stiegler avait fait sur France Culture, que j'avais trouvé vraiment très très intéressante, et donc je me le suis enfin acheté il y a pas longtemps, et je l'ai tout juste commencé. Donc je vais pas vous en parler là tout de suite, je vous reprendrai dans le cadre de ce vlog pour vous donner quelques informations quand j'aurai peut-être dépassé un peu la page 50, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, c'est une lecture excellente, très intéressante, que j'aime beaucoup. Alors c'est assez étrange parce que pour vous il a dû s'écouler une demi-seconde, 2 secondes grand maximum depuis le plan précédent et donc depuis la première partie de ce vlog, mais pour ma part ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas filmé, donc c'est assez particulier en fait de vous reprendre là, mais en fait, alors je l'avais déjà un petit peu évoqué je crois dans la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne, qui était donc la vidéo sur le club de lecture. Le mois de février a été extrêmement chargé me concernant, et donc par ricochet, j'ai eu très peu de temps pour lire, je n'ai d'ailleurs quasiment rien lu, bref. Et donc, comme ce vlog est un petit peu dépositaire et un petit peu soumis en fait à mes progressions livresques, quand je ne lis pas forcément, j'avais pas grand chose à vous dire, et j'avais même quasiment oublié ce vlog à un moment du mois je crois. Mais là ça y est, depuis une petite semaine, je m'y suis remis, c'est un peu moins chargé, j'ai un peu plus de temps pour lire, un peu plus de temps aussi pour filmer, et donc je vais faire un point avec vous sur les livres que j'ai terminés. Donc déjà, il y a 2 jours je crois maintenant, j'ai terminé ce livre. Je vous le montre au début parce que c'est le livre avec lequel je vous ai laissé dans le plan précédent, si ma mémoire est bonne. C'est donc Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique de Barbara Stiegler. C'était un livre vis-à-vis duquel j'étais extrêmement enthousiaste au début, et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé même si ça a été une lecture compliquée parce que, comme je l'ai dit juste avant, le contexte a été un peu difficile. J'avais pas trop de temps, donc j'avais pas de temps pour les livres en général et pour celui-ci en particulier. Et c'est vrai que c'est aussi un livre qui est quand même pas forcément très accessible. J'ai trouvé que le style était un peu dur et que c'était très dense, mais il n'empêche que malgré ces difficultés de divers ordres, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, j'en ai retiré énormément, et je suis très contente d'avoir réussi à la mener jusqu'à son terme, même si in fine ça m'a pris 1 mois de le lire en tout, ce qui est très long me concernant. Voilà, c'est rare que je mette 1 mois. C'est donc pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Un livre qui aborde les théories néolibérales et qui en fait revient sur ce qui constitue le corpus néolibéral, c'est-à-dire les écrits qui datent des années 20-30 de Dewey et de Lippmann, qui s'inscrivent eux-mêmes dans une tradition qui est double, c'est-à-dire à la fois une tradition du libéralisme et de l'évolutionnisme, donc l'évolutionnisme darwinien puis et surtout spencerien, je sais pas si on dit spencerien, on va considérer qu'on le dit, mais en gros de Herbert Spencer, puisque c'est Spencer qui va, reprenant les théories de Darwin, traduire dans le monde social, dans la question sociale, les découvertes darwiniennes en matière d'évolution. Donc ça c'est la première grande inspiration, le premier grand fondement de ces théories néolibérales, c'est une interrogation sur cette question de l'évolution, sur cette question de l'adaptation, qui se traduit d'ailleurs dans le vocabulaire employé, qui est vraiment un vocabulaire très darwinien. L'idée de s'adapter, c'est ce qui a donné d'ailleurs le titre au livre, qui est une citation, donc c'est dire. Et puis aussi un autre mouvement qui est le pragmatisme, qui se développe aux États-Unis avec des gens comme James par exemple, qui sont des William James, pas Henry James, qui sont donc des penseurs du pragmatisme. Et puis en plus de ces 2 fondements et d'autres idées moins prégnantes, il y a également le contexte qui est celui de la crise, notamment de la crise de 1929, et donc de la prise de conscience que on ne peut plus être dans une économie du laisser-faire. Donc ce qui caractérisait le libéralisme
au fin du 18e et tout le 19e siècle paraît totalement obsolète, paraît totalement illusoire. Il faut donc repenser la question du libéralisme et c'est là-dessus que se développent les théories néolibérales. Et en réalité, ce que met en avant Barbara Stiegler dans cet essai, c'est qu'il y a deux visions très très différentes du néolibéralisme, celle de Lippmann, celle de Dewey. C'est d'ailleurs plutôt celle de Lippmann qui s'est imposée in fine. En fait, aujourd'hui, quand on écoute des discours néolibéraux, ils sont beaucoup plus proches de l'approche lippmannienne de l'économie, de la société, de la politique que de l'approche de Dewey. Et donc, en fait, l'approche de Lippmann, c'est une approche qui donc met au centre, encore une fois, cette question de l'évolution, mais ça c'est aussi vrai chez Dewey, mais qui va en fait penser l'adaptation comme une adaptation qui déjà doit venir du haut, c'est-à-dire Lippmann, c'est quelqu'un qui théorise la société des experts, c'est aussi quelqu'un qui théorise en partie cette idée de manufacture du consentement qui sera ensuite repris aux États-Unis, notamment par des publicitaires, mais pas que, qui est vraiment cette idée de, au fond, les masses sont des sortes d'atomes totalement amorphes, totalement bloqués, qui ne veulent pas évoluer, et donc il faut réformer vers le haut, par le haut plutôt, ces masses-là. Donc ça c'est très central dans la pensée de Lippmann, alors que Dewey est quelqu'un qui pense au contraire l'intelligence collective, la capacité collective de se réformer, la capacité collective d'évoluer, la capacité collective de s'adapter. Donc c'est là-dessus qu'il y a vraiment un point de tension qui est très fort et qui se traduit aussi dans leur vision de l'école par exemple, qui pour Dewey doit être vraiment le lieu dans lequel se construit justement cette expression collective, cette intelligence collective, voilà c'est le terme, plus que expression collective, alors que pour Lippmann, au contraire, il faut absolument parvenir de gré ou de force, alors plutôt de gré, parce que on est aussi, encore une fois, on revient au contexte historique, dans un contexte où se développent des régimes totalitaires et tout ça, donc il y a cette idée de, on peut arriver tout de même à obtenir exactement le même résultat, c'est-à-dire le consentement des masses à une politique bien précise, sans passer par quelque chose de violent, donc c'est toute la subtilité de la chose, mais en tout cas, il faut absolument formater les individus, il faut aussi les formater par le droit, il faut les formater par la psychologie, etc. Donc c'est assez intéressant en fait de décortiquer ces deux visions, encore une fois en partant d'un corpus, d'une étude de texte de ce qui est dit, et puis de pouvoir aussi dresser des parallèles avec la société actuelle, avec le monde tel qu'il fonctionne actuellement. Ce qui est aussi intéressant, en plus de cette question donc, de l'adaptation, de la centralité de la théorie darwinienne dans des problématiques sociales, politiques, économiques, juridiques, etc., en plus de cette question du gouvernement des experts qui s'est confirmé et même surconfirmé aujourd'hui. C'est aussi un livre qui revient sur l'idée de finalité dans l'existence humaine qui, quand on écoute en fait les détenteurs de ces théories qui se présentent toujours comme des gens extrêmement pragmatiques, comme des gens extrêmement attachés avant tout au réel, à l'expérience, etc. et donc pas du tout dans une idée de finalité, dans une idée de télos, télos c'est en grec la finalité, le but, etc. En fait, on se rend compte, quand on décortique vraiment, et c'est ce qui est fait dans ce livre, quand on décortique vraiment ces théories, que ce sont au contraire des théories qui posent un télos, c'est-à-dire qui posent une horizon indépassable, qui posent une finalité. Ce ne sont pas du tout des théories, notamment la théorie lippmannienne, c'est vraiment un point aussi de différence avec Dewey, c'est-à-dire Dewey, lui, postule l'intelligence collective, et donc derrière cette idée qu'au fond, nous sommes non seulement maîtres des moyens, mais aussi maîtres de nos fins, que nous avons une capacité d'interaction avec l'évolution, que nous pouvons transformer les choses, alors que pour Lippmann, non, c'est-à-dire que nous sommes des masses totalement amorphes, qu'il faut absolument contrôler du haut, et en plus pour Lippmann, il y a cette idée de, il y a une finalité, cette finalité c'est le marché, c'est un horizon indépassable, indiscutable, donc degré ou de force, encore une fois, même s'il préfère le degré que le de force, il faudra bien arriver à s'adapter à ces nouvelles règles du marché. Et donc c'est intéressant de pointer en fait cette forme d'incohérence, ou en tout cas ce décalage qu'il y a entre ce qui est affiché, c'est-à-dire des théories totalement détachées de toute finalité, de tout but, de tout horizon indépassable, et la réalité, c'est qu'il y a un but, il y a une finalité, il y a encore une fois un télos. Donc c'est un livre qui est en ça extrêmement intéressant, qui est extrêmement riche, qui est extrêmement dense, qui est extrêmement intelligent. On apprend plein de choses. Je pense aussi que c'est très transversal dans ce que ça peut apporter. Et vraiment, ça a été une très très belle découverte et je suis très contente d'avoir réussi à le lire et à mener cette lecture jusqu'à son terme. Ensuite, récemment, j'ai aussi lu ce tout petit ouvrage de Yoann Chapoutot que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo, puisque dans les premiers plans de ce vlog, je vous montrais Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, que j'avais adoré
adoré et j'avais eu très envie en fait de continuer ma découverte, mais comme j'avais pas trop le temps, pas trop d'énergie, pas trop de disponibilité mentale et d'emploi du temps, je me suis tournée vers un tout petit qu'il a écrit qui s'appelle Le meurtre de Weimar. C'est un livre que j'ai adoré, comme l'autre livre de Yoann Chapoutot que j'avais lu. C'est un livre qui part d'un fait divers, d'une affaire judiciaire, puisqu'il part du meurtre d'un militant communiste à l'été 1932 par un groupe de SA totalement aviné, un meurtre mais totalement barbare en fait, vraiment brutal, gratuit, enfin vraiment c'est qui se caractérise avant tout par sa brutalité et même par sa lâcheté. Enfin, c'est assez sordide. Et donc il part en fait de ce meurtre et ce qu'il essaye de montrer, c'est comment ce qui se passe à ce moment-là, en août 1932, les réactions que cela suscite, les réactions politiques, traduisent un basculement dans les valeurs juridiques, dans les valeurs politiques. Et c'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup déjà le système en fait qui est de partir d'un cas particulier, de partir d'une affaire judiciaire pour en dégager ensuite des grandes tendances, des enseignements, etc. parce que ça rend la chose très vivante, beaucoup plus accessible, beaucoup plus concrète également, donc ça facilite vraiment l'entrée dans l'ouvrage et ça facilite vraiment aussi l'entrée dans la réflexion qui est portée. Et puis au-delà de ça, la réflexion derrière est juste passionnante, c'est-à-dire c'est un livre qui montre à quel point on est à cet été 1932 dans une rupture totale avec des valeurs, avec un ordre juridique, avec des tabous. Enfin, il y a notamment tout un passage où Yoann Chapoutot revient sur les milices, les ligues, etc., comme les SA, mais pas que, qui se développent dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Et en fait, il met ça en parallèle avec un tabou qui existe normalement depuis l'Antiquité, qui est celui de la dichotomie stricte entre le monde civil et le monde militaire. Et donc cette idée qu'au fond, on fait la guerre en dehors de la cité, mais au sein de la cité, on règle les conflits différemment. On va régler les conflits par le procès, par la discussion, etc. Et peu importe en fait qu'on soit dans des régimes plus autoritaires ou plus démocratiques, il y a quand même ce tabou. Et en fait, avec le développement de ces ligues, dont est une émanation cet événement de 1932, puisque ce sont des SA qui tuent ce militant communiste, on est totalement à rebours de ça en fait, puisqu'on voit se développer dans la République de Weimar des milices privées qui se font la guerre parce que c'est extrêmement violent, hein. Il y a des affrontements qui font des morts chaque mois, enfin, etc. Et j'ai trouvé vraiment que l'analyse qu'il fait, le lien qu'il fait avec quelque chose de beaucoup plus général qui est ce tabou qui existe depuis des siècles et comment expliquer que ça se brise. Il y a aussi des analyses sur la démocratie de Weimar, en fait, comment se développe une démocratie qui a été imposé par la guerre, par la défaite. C'est quand même très difficile de dégager un consentement, hein. Il y a quand même chez le peuple cette association entre la défaite, la chute et cette démocratie et cette république. Enfin, voilà, ça c'est vraiment deux exemples. Il y a beaucoup d'autres choses dont il parle, mais j'aime beaucoup la façon de procéder. J'aime beaucoup le style que je trouve très clair, très intelligent et j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est les deux derniers livres que j'ai lus. Je vais aussi vous montrer le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc c'est celui-ci. J'ai lu une centaine de pages, il m'en reste une centaine, donc je suis globalement à la moitié. La crise sans fin, essai sur l'expérience moderne du temps de Myriam Revaux. Dallon, je crois qu'on m'a dit que le S ne se prononçait pas quand j'en avais parlé en story sur Instagram, mais n'hésitez pas à me le redire parce que je suis pas exactement sûre que ce soit bien comme ça qu'on dise son nom de famille. C'est un livre très intéressant. Alors pareil, ça fait partie de ces livres que j'avais commencé au milieu du mois de février et jamais fini, et là je me suis dit bon, on s'y remet un peu plus sérieusement, on essaye d'achever ce que l'on commence, et donc je l'ai repris et j'aime beaucoup. Alors c'est très compliqué, je trouve, stylistiquement, un peu comme le livre de Stigler qui est un peu difficile d'accès, mais oui, c'est difficile d'accès. Et j'ajoute un truc, c'est aussi que c'est pas forcément des thématiques avec lesquelles de base je suis très familière, cette question du temps, mais je la trouve
extrêmement intéressante et plus j'avance dans ce livre, plus je me dis qu'il y a vraiment des choses à creuser de ce côté-là. En fait, c'est un livre dans lequel elle repart de cette idée qu'on entend très souvent de nous sommes en crise. Donc déjà, la crise est singularisée, c'est plus nous vivons des crises, c'est nous sommes en crise. À partir de ça, elle s'interroge sur la modernité, sur la conception du temps que se fait la modernité, en faisant une généalogie en fait de cette notion de temporalité et de cette notion de modernité. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte à la lecture de son livre et en mettant son livre en écho avec d'autres théories, en tout cas moi c'est ce que ça m'inspire quand je le lis, hein, je le mets en écho avec d'autres choses que j'ai pu lire, qu'il y a quand même un rapport très fort entre le temps et la politique, entre le temps et le droit, entre le temps et la sanction notamment, enfin c'est assez fou je trouve, et pour ça je trouve que c'est assez intéressant, même si encore une fois c'est un peu difficile. Et je mets du coup un petit peu de temps à l'avancer, mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et j'espère le terminer très prochainement. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog un peu étrange, puisque mi-vlog, mi-point lecture en réalité, puisque vlog très étalé dans le temps. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir des titres. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!